France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer l'hebdo consacré à l'actualité de ces territoires français autour du globe. À la une, cette semaine, l'évacuation et la destruction d'un camp de migrants à Mayotte. Plusieurs centaines de personnes installées à Tsunzu 2 avaient été sommées de quitter les lieux. Nous le verrons dans quelques instants. À tout de suite. Une opération de lutte contre l'habitat indigne à Mayotte, opération d'ampleur car c'est tout un quartier informel qui a été démantelé, le camp dit de Tsunzu 2. Les migrants originaires d'Afrique de l'Est qui y vivaient ont assisté impuissants au spectacle des pelleteuses. Selon la préfecture, 400 d'entre eux se sont vus proposer des solutions d'hébergement d'urgence. Siti Darboussi. Le camp de Tsunzu 2 démantelé en une journée ce mercredi à Mamoudzou. Les abris de fortune n'ont pas résisté au passage des bulldozers et des tractopelles sous les yeux des migrants installés ici pour beaucoup d'entre eux depuis le début de l'année. Ils viennent d'Afrique, essentiellement de la région des Grands Lacs, et ont été sommés il y a quelques jours de quitter les lieux. Une opération jugée nécessaire par les autorités face aux risques sanitaires et aux problèmes liés à l'insécurité. On a recensé toutes les personnes pour savoir quelles étaient leurs situations administratives, et notamment leur situation administrative au regard de la Convention de Genève, puisque nous avons essentiellement des personnes ici qui souhaitent soit obtenir un statut de droit d'asile, soit obtenir le statut de réfugié. Ici, dans ce camp, depuis février, plus de 1200 personnes ont été accueillies. Ce jour-là, seules 402 d'entre elles, dites vulnérables, en priorité des femmes, des enfants et des mineurs isolés, se sont vues proposer un relogement. Des centaines d'autres se retrouvent à la rue sans solution d'hébergement. C'est le cas de ces deux Congolais arrivés à Mayotte au mois de mars. Vous voyez votre toit où vous vivez, on l'a démoli. Normalement, on ne sait nulle part où aller et la gendarmerie nous dit de dégager. Je suis vraiment stressé par rapport à tout ça. En voyant la protection de la France, je pensais que j'aurais aussi l'hébergement. À Mayotte, les hébergements d'urgence manquent cruellement. Et la situation s'est aggravée depuis le passage du cyclone Chido il y a 10 mois. Le risque de voir un nouveau camp se former ailleurs est tout à fait possible, selon les autorités. Dire non à la violence en Martinique. Cette fois, plus de 400 personnes ont bravé la pluie pour marcher en faveur de la paix. Une marche blanche à l'initiative de l'Église catholique, mais ouverte à tous. Elle s'est achevée sur un moment d'hommage aux victimes de violences, prise de parole, témoignages et recueillement. Ce devait être un petit séjour au paradis, ça a finalement viré au cauchemar. Un navire de croisière spécialisé dans la plongée sous-marine s'est échoué sur un récif de l'archipel de Bélep, à l'extrême nord de la Nouvelle-Calédonie. Les passagers ont dû être élitreillés par l'armée. Le récit de Laïd Beritane. Ça devait être une croisière plongée paradisiaque. 8 jours dans l'extrême nord calédonien pour ces 7 touristes. Mais tout cela s'est transformé en cauchemar. La suite, ce sont les naufragés qui nous le racontent. On discutait tranquillement et puis on a entendu un énorme impact. En fait, il y en a eu deux. D'abord un léger, un bruit de raclement sous la coque du bateau. Et ensuite, un vraiment violent qui a fait trembler tout le bateau. Immédiatement après, le bateau a commencé à pencher d'un côté, je crois du côté droit. Très brusquement, très violemment. Plusieurs manœuvres ont été tentées pour essayer de dégager le bateau en vain. Et donc on a dû passer la nuit dans le bateau, penché à 40 degrés sur son flanc droit. Autant vous dire que c'était très compliqué de fermer l'œil et de dormir cette nuit-là. J'ai dû dormir à peine 2 heures. Et le lendemain matin, on s'est réveillé avec une marée haute assez costaud, avec des vagues de 1 mètre, 1 mètre 50 qui venaient taper sur le bateau et qui le faisaient se basculer sur son flanc droit et sur son flanc gauche, puis à nouveau sur son flanc droit. Les 11 passagers du monocoque Enjoy sont restés bloqués 2 jours sur un récif à l'ouest de l'archipel de Bélep. Une situation suffisamment critique pour le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de Nouvelle-Calédonie qui dépêche un hélicoptère Puma. Les 7 touristes seront finalement élitreillés et ramenés à Koumak. J'ai eu une excellente prise en charge par l'armée, donc je suis vraiment reconnaissante. Tout a été exécuté parfaitement et tout le monde a fait preuve d'un grand professionnalisme.
Quant à l'origine de l'accident, erreur de navigation ou défaillance technique, l'enquête devrait permettre de déterminer les causes exactes de l'échouage. En Polynésie, Bora Bora devient la plus grande aire marine protégée au monde. 700 hectares interdits à toute activité humaine, c'est ce qu'on appelle là-bas un rawi. Et il est particulièrement strict. En face de la mythique plage de Matira, pas de pêche ni aucune activité nautique. C'est le dossier de cet hebdo. Il est signé Lucille Guichet et Patrick Ting-Ting. Surnommée la perle du Pacifique, derrière ses dégradés de bleu, Bora Bora suffoque. Le nombre d'habitants a été multiplié par 6 en 50 ans. Depuis 23 ans, des scientifiques suivent la vie du lagon, compter les espèces, mesurer la qualité de l'eau et même récemment, enregistrer l'acoustique. Et ils tirent la sonnette d'alarme. Le lagon est bien vivant, mais très pêché et très fréquenté. Tout de suite, quand on dit qu'il y a des poissons plus petits, on dit c'est la faute aux pêcheurs, donc il faut interdire la pêche. Mais on se rend compte que finalement la pression par les bateaux, les jet skis, les bateaux touristiques, les bateaux des particuliers, cette pollution sonore est très importante et va impacter énormément le comportement des poissons. Conséquence, des poissons de plus en plus petits. Les bénitiers, concombres de mer et oursins disparaissent, eux, peu à peu. En concertation avec la population, il a donc été décidé de créer un rawi de 700 hectares. La première réserve naturelle intégrale de ce genre en Polynésie. La zone englobe de la pêche récifale, une nurserie de bénitiers et un site de plongée sous-marine, désormais interdit aux humains. On va devoir aller pêcher en dehors du rahui. Le rahui va être mis en place et si on va pêcher dedans, on aura une amende. Et on accepte. C'est un rahui qui a nécessité une très large consultation à la fois de la population, des quartiers, des églises, des pêcheurs et des activités touristiques. Voilà, donc je pense que le choix du site a permis de concilier en fait l'intérêt de tous les partenaires qui travaillent sur le lagon. L'aboutissement de 70 ans de protection de l'océan en Polynésie, des premiers classements en 1952 à l'interdiction des filets dérivants en 2022. Le mot rahui, c'est donner une chance, la vie à la population. C'est de renouveler à chaque fois et donner la vie. C'est comme une femme qui vient d'accoucher, c'est une autre vie, c'est pareil que le rahui. Pour pénétrer cette réserve intégrale, seul le comité de gestion pourra éventuellement accorder des dérogations, comme pour des recherches scientifiques ou pour l'arrivée de la mythique course de la Hawaii Kinui. Tout contrevenant s'expose à une amende. Échanger des canettes vides contre des bons d'achats alimentaires en épicerie solidaire. Voilà le troc vertueux proposé par une association à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Manière de réduire son impact sur l'environnement tout en apportant de l'aide aux plus démunis. Maurice Violton avec Claude Lindor. Il est 9h du matin. L'opération Troc Canettes débute à peine. Une première donatrice arrive avec un gros sac de canettes en aluminium. Ça bouge, 11 kg de 150. Des canettes pesées puis versées dans un bac. La société Saint-Vincent de Paul remet alors aux donateurs une carte de fidélité qui deviendra plus tard un bon d'achat en boutique solidaire. 1 kilo de canettes, c'est 100 francs. Il en faudra donc beaucoup. Dès qu'on trouve, on ramasse tout et on ramène ici. Il y a des autres quartiers qui font... Il y a beaucoup. Et il y a d'autres qui n'ont pas tellement beaucoup. L'opération a un double objectif, encourager le recyclage des canettes et soutenir les personnes démunies, mais pas que. Là, on a voulu allier le social avec l'environnement. On est dans un très beau pays et puis il y a des canettes partout, tout le monde le sait. Donc on s'est dit, les gens vont ramasser les canettes et avec ça, on va les peser et ils vont avoir des bons d'achat. Les donateurs se succèdent déjà en cette première journée d'opération. Parmi eux, cette secrétaire de la maison des lycéens du lycée Escoffier, elle y voit une façon de pouvoir aider les élèves de son établissement. On a une petite cafette où on vend pas très cher des barres céréales, mais ça coûte 50 francs, mais ils n'ont même pas d'argent pour s'acheter des barres céréales. Donc, je demande, madame, vous ne pourriez pas offrir? Je dis, non, je ne peux pas offrir à 1200 élèves. Donc là, en fait, comme j'ai entendu cette opération-là, donc on vient et puis l'année prochaine, j'achèterai des aliments et puis je leur donnerai. L'opération n'a pas de limite dans le temps et elle servira de test, pourquoi pas, vers d'autres types de déchets, comme les bouteilles en plastique.
Et puis l'image est pour le moins étonnante, des cargaisons de voitures vintage sur le fleuve Maroni dans l'ouest guyanais. C'est le rallye Amazon Adventure, démarré le 3 octobre dernier. Un événement exceptionnel qui a conduit ces petits bijoux de collection dans une folle traversée de l'Amazonie. On voit cela avec Jean-Louis Ravalet et nos équipes sur place. Des voitures de collection sur une barge tirée par 2 pirogues pour traverser le Maroni depuis le Suriname. C'est le spectacle insolite auquel ont assisté les riverains du fleuve. Ces voitures appartiennent à 12 collectionneurs britanniques lancés dans un périple sur les routes de l'Amérique du Sud, et la Guyane est leur deuxième étape. Nous avons conduit jusqu'à Albina et après nous avons pris une espèce de barge et avec l'aide de plusieurs locaux, nous avons pu traverser le fleuve. Les pilotes traverseront la Guyane d'ouest en est pour continuer ensuite au Brésil, où leurs voitures devront affronter les routes de l'Amazonie. Nous avons renforcé complètement l'armature de la voiture, mais aussi amélioré les suspensions pour éviter les tremblements. Nous avons modifié le moteur ainsi que le toit pour pouvoir accueillir des bagages. Donc elle a vraiment été préparée pour faire de longues distances. Maintenant nous allons traverser l'Amazonie en passant par le Brésil, puis le Guyana. À peu près 5000 km en pleine Amazonie, ça va être très amusant. Parmi les participants, certains ont déjà de nombreux rallyes à leur actif et se réjouissent de pouvoir découvrir la Guyane. Je veux découvrir cette région et ses habitants. J'ai voyagé durant ces 12 dernières années à travers le monde. J'ai parcouru l'Amérique du Sud pendant 4 ans, où j'ai pu rencontrer des personnes sympathiques. Je suis très reconnaissant d'avoir ce type d'expérience. La dernière Mustang quitte le port de l'Ouest guyanais. L'aventure commence pour ces passionnés de l'automobile qui vont vivre leur rêve sud-américain pendant 23 jours. Fin de cet hebdo, merci de votre attention. Pour le revoir et suivre toute l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et la première.fr. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, où que vous soyez. L'information continue sur France 24.